Bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine. Jasmin Lemieux-Lefebvre en compagnie de notre co-animatrice Marie-Josée Girard devant le Petit Séminaire diocésain à Québec. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Jasmin. Alors on débute avec la deuxième partie de notre reportage sur la formation Violence en héritage. Tout à fait. Des intervenants spécialisés dans cette problématique, la violence conjugale, nous présentent des pistes de solutions pour aider les gens concernés à s'en sortir et également comment dépister cette problématique, ce qui n'est pas toujours facile. Ensuite, on vous présente un projet très intéressant. Oui, alors ça s'est passé sur l'île d'Orléans, un projet interparoissial. On sait que c'est la réalité de beaucoup de nos paroisses, de travailler en communion. Alors le printemps dernier, il y a eu un concert bénéfice qui s'appelait Un cœur, une île, qui a été lancé. Linda Doyon, notre journaliste, était sur place. Elle nous présente ce qui suivra. Et on débute avec l'inauguration officielle de ce petit séminaire diocésain qui a eu lieu en juin dernier. La présence de Monseigneur Lacroix a été vraiment très appréciée. D'ailleurs, vous entendrez le témoignage de quelques jeunes. On vous présente la cérémonie également qui a eu lieu. Absolument. Et ce que je voulais dire, c'est que nos animateurs, les deux reporters, sont deux jeunes petits séminaristes. Alors, c'est la relève de Lumière du Monde. Bonne émission. La violence conjugale est un phénomène bien plus courant qu'on a tendance à le croire. Rares sont ceux qui ne connaissent pas au moins une personne qui en est victime ou qui la fait vivre, qu'elle soit physique, psychologique, économique, verbale ou autre. Mais comment est-il possible de la dépister chez les couples où elle sévit? C'est sûr que si tu la rencontres à l'épicerie, c'est pas écrit. C'est pas écrit dans son visage. C'est la même chose que ça sera pas écrit que son conjoint a des comportements violents. C'est pas écrit dans le visage de personne. Cependant, dans la famille ou dans les amis proches, tu sais, dans notre cercle d'amis, on va voir des comportements, on va voir que l'attitude de la femme n'est pas pareille. L'attitude de la femme n'est pas pareille si le conjoint est là ou s'il ne l'est pas. Elle va être fuyante. Quand tu vas poser des questions, elle ne te répondra pas, elle va te répondre d'autres choses, elle va défendre son conjoint, parce que, tu sais, c'est quand même quelque chose de dire à ton ami ou à ta mère ou à ta sœur que ton conjoint te fait vivre de la violence, là. Tu sais, ton estime de toi-même en prend un coup. Donc, elle va se taire, puis elle va essayer de réparer. Il y a bien des choses qui se passent dans la tête d'une femme avant de dire hey, « ce que je vis, c'est de la violence conjugale. » Quand on regarde le gars, il va être unilatéral. Ça, c'est une des premières choses, là. Les gars qui sont violents, c'est blanc ou noir. C'est très stéréotypé généralement sur les rôles. C'est sûr qu'il n'y a pas de portrait. Puis dire il est pauvre, il est alcoolique. Mais c'est sûr que c'est tous des facteurs qui n'aident pas. S'il y a des problèmes d'alcool, je vais vérifier ses réactions. Si, il est dans la pauvreté, mais c'est pas la pauvreté telle quelle, mais c'est le sentiment de honte qui peut aller avec ça. Des fois, de ne pas être capable de gâter ses proches, puis ceux qui aiment comme il aurait voulu. Mais c'est un gars qui est surtout souvent dans ses attitudes, très droit, très ferme, puis il n'y a pas de demi-mesure. C'est comme ça que tu fais ça, mais pourquoi qu'on le fait pas comme ça? Non, c'est de même, ça se fait. Fait que c'est toujours dans le même sens qu'il va. Si on est en évaluation de couple, mettons, mais si tu vois des gars qui répondent, mettons, à la place de sa conjointe. Tu lui poses une question, « Madame, qu'est-ce que vous pensez? » Puis lui, il se met à répondre. Puis il prend beaucoup de plancher. Puis il prend toute la place, mais là, oups. Bon. C'est tous des indicateurs, mais il n'y a pas de recette miracle de dire « ce gars-là, il a ces trois caractéristiques-là, c'est un homme qui est violent. » Il n'a pas vraiment là, de barème comme ça. Si la violence conjugale est un phénomène si présent et récurrent, est-ce possible de se sortir de son cycle? Pour les victimes comme pour les agresseurs, des ressources sont disponibles. Nous, en maison d'hébergement, on va les aider. Mais c'est de l'hébergement qui est à court terme. Donc, on offre les services qui sont des services de post-hébergement où elles vont continuer le cheminement avec nous. Mais c'est beaucoup avec un plan d'intervention. On va travailler beaucoup l'estime d'elle-même, de dire ces choses, de croire qu'elle est capable, de remonter. Parce que si tu n'es pas bien avec toi-même, tu ne peux pas bien avec les autres. Fait que la première personne, on va dire, la première personne à qui il faut que tu penses, là, c'est à toi. La première personne que tu vois le matin dans ton miroir, c'est toi. Fait qu'il faut que tu sois bien. Que la majorité à cette heure viennent nous voir pour de la violence verbale, de la violence psychologique. J'ai beaucoup moins de violence physique. Avant, c'est sûr, quand j'ai commencé il y a 20 ans, automatiquement, un gars qui donnait une claque à sa blonde, je ne voyais pas des gars qui n'avaient pas frappé.
À cette heure, beaucoup. Près de 50% de ma clientèle n'a jamais touché à sa conjointe physiquement, mais verbalement et psychologiquement, sont violents. Fait qu'à partir de ça, juste le faire identifier, puis le faire prendre conscience. Quand je dis qu'ils ont une intention derrière le geste, l'intention n'est pas nécessairement malsaine ou méchante, entre guillemets, mais c'est de prendre le dessus sur l'autre, pour différents types de raisons, peut-être parce qu'il est mal dans sa peau. Mais il ne voit pas nécessairement toujours tous les impacts et les conséquences. Ça, c'est une des premières choses à y faire voir, tous les impacts et les conséquences de ces gestes. Parce que ça, bon, je ne pensais pas y faire peur, je ne pensais pas que ça y ferait mal, je ne pensais pas que ça la blesserait tant que ça. Puis les impacts sur l'entourage aussi. Avant, je me servais beaucoup de l'impact sur la femme, mais des fois, c'est un peu ça qu'il veut. Il veut comme la diminuer parce qu'il est fâché après. Mais quand tu crées après ta femme, tu me dis que tu avais un petit garçon. Ton petit gars, comment tu penses qu'il réagit, lui? Papa, il est gentil, mon papa. Je l'aime, mon papa, mais papa, des fois, il est méchant avec maman. Puis quand j'amène ça, bien, là, il enfonce un peu dans la chaise. Un peu là, ouais. Là, il voit que ça a les répercussions sur son entourage. Ça, c'est un facteur qui est aidant. Puis le fait de lui apprendre à gérer ses conflits, ses émotions. On ne donne pas de conseils, nous, on suggère. On ne donne pas de conseils parce que l'experte dans la vie d'une femme, c'est elle-même. Donc, nous, à partir de nos principes, parce que les maisons d'hébergement, on travaille en analyse féministe. L'analyse féministe se veut être une analyse où la femme, on croit au potentiel de la femme de s'en sortir, de retrouver une vie adéquate pour elle et ses enfants. Et on croit en elle, on sait qu'elle est capable de s'en sortir. Fait qu'on vise l'autonomie. L'autonomie à tout prix. Fait que nous, on est leur outil, on a les connaissances. Fait qu'on va leur dire, utilise ce que je suis, là. T'sais, viens chercher, j'ai les connaissances. Donc, on va leur fournir plein d'outils d'intervention. On a un processus. Quand les femmes arrivent à la maison, on commence tout de suite le processus de dévictimisation, qui est un processus où c'est de la déresponsabilisation. Parce que la femme se croit responsable de la violence qu'elle vit. Elle n'est pas responsable, elle la subit. C'est la même chose pour les enfants. Les enfants ne sont pas juste témoins, les enfants, c'est des victimes, là. Parce qu'ils vivent dans une dynamique de violence conjugale où la mère subit la violence, elle n'est pas responsable. Donc, par le fait même, les enfants ont l'impact, les conséquences de la violence. Moi, je ne pars pas du principe là, que c'est pour arrêter le couple ou comme bâtir le couple. Je me sens neutre là-dedans. Je travaille sur lui, pour lui l'aider à vraiment avancer là-dedans. Si son couple peut se maintenir, tant mieux. Parce que nous autres, on ne dit pas, faut que tu laisses ta blonde pendant le temps de ta thérapie ou c'est idéal que tu restes avec ou quoi que ce soit. Ça, nous autres, ça ne nous regarde pas. C'est le vie eux autres, puis c'est autant à elle, parce qu'elle aussi peut être concernée là-dedans. Nous, on aide le gars à gérer ses situations au fur et à mesure. Puis à partir d'événements du quotidien, m'arriver en fin de semaine. Des fois, ils sont pas avec, mais je l'ai appelé, puis on s'est parlé, puis on s'est chicané. OK, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Puis là, on apprend au gars à décortiquer. Mais c'est ni pour construire le couple ou pour le détruire. On est là pour le gars, en fonction du gars, du travail qu'on peut faire avec lui. Nous autres, c'est un milieu de vie. On vit avec eux autres. On rit, ça pleure. On rit beaucoup dans une maison d'hébergement aussi. C'est pas juste des pleurs et des crises. Puis quand elles partent, nous autres, on leur donne des indices. On travaille beaucoup avec les caractéristiques des conjoints violents. On a beaucoup d'outils concrets. On va travailler beaucoup avec elles, les choses concrètes. On a des thérapies d'impact. Il y a plein de trucs pour leur imager ce qu'elles vivent. Juste le cycle de la violence, là, on va l'expliquer, puis on va placer son histoire dedans. Comme ça, c'est concret, là, c'est elle, c'est sa vie à elle, là. Puis, on parlait tantôt, le visage de la violence, puis tu vas asseoir un groupe de femmes victimes de violence autour d'une table, puis j'ai déjà entendu une femme demander à une autre, « C'est quoi le nom de ton conjoint? » Parce que c'était son histoire qu'elle racontait. C'est que les comportements se ressemblent beaucoup. C'est des battantes, là. Ils ne s'arrêtent pas, là. Puis ça en sort de là, ils sont grandis, là. C'est le fun de les voir, là. On a des beaux témoignages, on les revoit après, ces femmes-là, puis c'est le fun de voir comment est-ce qu'elles ont évolué, juste le temps qu'elles sont chez nous.
ou encore de les revoir après, comment est-ce qu'elles ont évolué dans le temps. T'sais, ils ont une nouvelle vie, un nouveau conjoint, puis ça va bien refaire confiance parce que c'est pas tous les hommes qui ont des comportements violents, là. C'est une partie, c'est propre à j'aimerais dire une minorité. La responsabilité de contrer la violence conjugale ne revient cependant pas seulement aux intervenants expérimentés. Je crois que tout le monde a sa place à prendre. Je pense que tous, on peut intervenir là, dans la vie de quelqu'un puis en faire la différence. C'est dans la façon qu'on va le recevoir. Oui, c'est un devoir qu'on a comme citoyen, comme chrétien, comme baptisé, mais comme tout citoyen. On a le devoir de dénoncer tout ce qui se fait, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit et qui fait partie de la violence. C'est sûr, sur la gestion, puis le plus possible qu'on peut, je dirais, contaminer les gens à la problématique, c'est sûr. Quand tu connais pas, c'est sûr, là, tu tombes dans les préjugés, puis elle doit peut-être pas haïr ça reste là, etc. Bon, je pense pas que c'est le cas. Je pense pas qu'il y ait aucune personne qui aime subir de la violence. Mais en même temps, ça permet aussi de démystifier aussi tout l'aspect de la violence psychologique, la violence verbale. Fait que oui, la formation est très spécifique, elle peut aider là, bien des gens. Savoir nécessairement si tout le monde doit subir ou la faire, cette formation-là. Mais tous ceux qui sont un peu dans une relation d'aide ou un corps de métier, infirmières, médecins, on est sur des campagnes de sensibilisation pour les médecins, là. Présentement, je forme des infirmières, les policiers, des agents pastoraux, tous des gens qui peuvent être en contact et avoir un rapport d'aide avec les gens. Le premier pas, c'est de ne pas tolérer qu'il y ait de la violence. C'est de ne pas tolérer que ça arrive dans ta famille. C'est de dire que si c'est ton frère, ton cousin, ton père, il faut le dire, ça, que non, c'est intolérable, puis pas mettre la victime en danger non plus, là. Mais d'être capable, c'est un souper entre amis, c'est d'être capable de parler aussi à la victime et lui dire, écoute, est-ce que je me suis aperçu lors du souper que ton chum, là, il brasse un peu, est-ce que c'est toujours comme ça? Est-ce que tu penses que tu as besoin? Peut-être elle va dire non. C'est sûr qu'elle va dire non. Mais juste de savoir que tu es là, que tu peux l'aider, elle va l'enregistrer. Je comprends pas, mais je m'éloignerai pas de toi. Si tu as besoin de moi, je vais être là. Je vais être là pour t'aider, puis de référer. Tu sais, c'est pas tout le monde qui sait que les maisons d'hébergement existent, pas tout le monde qui sait que les maisons d'hébergement ont aussi des services à l'externe, mais tout le monde connaît les CLSC. CLSC, c'est la porte d'entrée de tous les organismes, là. C'est de référer en CLSC, le CLSC va référer dans des bons endroits. Toute personne peut choisir de se conscientiser sur la problématique de la violence et permettre d'en contrer les méfaits. Valérie Carrier pour l'Église catholique de Québec. De plus en plus, les paroisses et les communautés chrétiennes sont invitées à développer une vitalité qui pousse plus loin l'adoption d'une visée commune et offre des pistes d'action. C'est dans cette ligne de pensée que les projets interparoissiaux sont de plus en plus pertinents. Il y a à peu près un an, on avait parlé de projets qu'on voulait monter pour amasser des sous pour nos églises et tout ça. Et Paul Laperrière est arrivé avec ce projet-là, alors que je trouvais intéressant parce que ça me permettait une collaboration de toutes les communautés, alors avec toutes les différentes chorales aussi. Il y a les chorales paroissiales, ceux qui chantent à nos églises, mais il y a la chorale aussi, le chœur de l'île aussi, il y a des gens qui se sont rajoutés à eux. Mais Paul a fait un beau travail, en tout cas, je suis très content du résultat que ça a donné. C'est que de ce projet-là, c'est que nous, l'administration s'est divisée en deux. Il y a 3 églises réunies de chaque côté. Et puis, on n'a jamais la chance de partager ensemble. Puis là, j'avais le goût que ce soit vraiment un partage des 6. Et ça, je pense, c'est une force. C'est pour ça que le concert s'appelle « Un cœur, une île avec Marie ».
Dans le but d'offrir une aide financière à toutes les paroisses de l'île d'Orléans, 50 choristes venant de ces 6 communautés ont uni leurs voix pour ce projet interparoissial. Ce chœur, formé pour l'occasion sous la direction de Mme Paul Lapérière, a présenté divers chants mariales entrecoupés de textes de réflexion invitant au recueillement pour rendre hommage en ce mois de mai à la Vierge Marie. C'est extraordinaire. Je pense qu'il faut assister au concert pour réaliser toute l'énergie qui se dégage d'une communauté qui décide d'unir ses forces. Donc, le chant choral est peut-être la meilleure façon là, d'exprimer ça, parce que c'est joyeux, parce que c'est stimulant et parce que les personnes, vous allez voir au cours du concert, des gens vont fredonner. J'ai assisté à la Générale vendredi et j'ai pas pu m'empêcher moi aussi d'entonner des chants avec la chorale. Donc, c'est très unifiant dans une communauté. Mais moi, je pense qu'il y a une nécessité de plus en plus grande aujourd'hui d'établir des liens, d'abord interparoissiaux, de ne pas rester un peu dans son petit jardin à soi, établir des liens de collaboration. Et c'est une façon d'élargir aussi la solidarité, pas seulement en termes de ressources matérielles, mais de partage de talents et de partage d'engagement aussi. Alors, c'est dans ce sens-là que j'ai voulu apporter ma modeste contribution. Qui tantôt orneront bellement les coteaux de ton... Tu es impliqué aujourd'hui dans un grand projet interparoissial. Qu'est-ce qui t'a motivé à le faire? Je fais partie de la chorale des jeunes souvent, puis on chante aux messes, on pratique, puis j'aime chanter, puis ça me tentait de venir, là. Bon, un premier départ pourrait être le fait d'aider la fabrique à souvenir aux besoins de nos paroisses, parce que, la population étant moins grande puis moins participante, alors il faut toujours des sous pour garder nos grandes églises si on veut servir tout le monde. Alors, c'était l'idée première. S'il y en avait une deuxième, c'est peut-être la dévotion à Marie, parce que, étant jeune, on a fait souvent des choses à la Croix du Chemin ou autrement. Puis aujourd'hui, c'était une belle occasion de faire, comme dirait notre directrice, une grande prière. C'était pour la sauvegarde des églises, puis en faisant déjà partie de la chorale paroissiale, j'ai continué. C'est la première fois que je fais un concert dans ce type de musique. Et j'ai trouvé ça très recueillant. Moi, c'est parce que moi j'aime ça chanter, fait que j'ai décidé de dire oui, là. Elisabeth, c'est ma meilleure amie, puis elle le faisait, fait que j'ai décidé de venir, puis en plus, j'aimais ça chanter. Je pense que la cause était très intéressante. Je suis très contente d'avoir travaillé avec tout ce groupe qui ont donné beaucoup de temps, puis qui ont une passion. Je pense que tout le monde a cette passion-là. Alors, je pense que ça va donner de bons résultats. J'apprécie la diversité d'abord des participations, parce que l'île d'Orléans, c'est 6 paroisses et des choristes sont des 6 paroisses. Alors j'apprécie beaucoup et je pense que ça va faire boule de neige, même si l'hiver ne semble pas fini. Ça va faire boule de neige en termes de donner des idées à des gens, de partir des initiatives, quelles qu'elles soient. Aujourd'hui, c'est la musique. Demain, ça peut être une entraide communautaire, un service rendu à un voisin interparoissial. Je pense qu'on est entre voisins de paroisse et on doit absolument s'efforcer d'établir ces liens de continuité entre nous. Au lendemain de Pâques, je pense que c'est une façon de porter la prière aussi, une prière commune, celle de la communauté, qui est une communauté de 6 paroisses, mais élargie. L'avenir est à la collaboration interparoissiale. Nous venons d'en voir un bon exemple. Par l'engagement de toutes les personnes baptisées avec leur pasteur dans des communautés vivantes, l'Église catholique gardera sa place comme partenaire d'une société en recherche de valeurs spirituelles. C'était Linda Doyon pour l'Église catholique de Québec. Ce dimanche 5 juin 2011, le Petit Séminaire diocésain de Québec célèbre l'ouverture officielle de son nouveau bâtiment. Pour l'occasion, l'archevêque de Québec, les petits séminaristes et leurs familles, les éducateurs et les donateurs sont réunis sur place. L'ouverture est aujourd'hui parce qu'il a fallu
pour un bon moment pendant l'année, prendre le temps de refaire la maison, puisqu'on avait acheté un bâtiment, mais il fallait la mettre aux normes, parce qu'accueillir des jeunes, surtout des mineurs, au sein de cette maison-là, il fallait vraiment lui donner un sens correct au niveau des normes de la régie du bâtiment. C'est ce qu'on a fait pendant plusieurs mois, et c'est ce qui fait qu'on a retardé l'inauguration et la bénédiction de la maison jusqu'en ce moment de juin. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'on a acheté la maison le 3 juin. Alors, en achetant la maison le 3 juin 2010, puis aujourd'hui, en faisant l'inauguration au début du mois de juin, bien, ça nous rappelle qu'il y a un an, on achetait. Quel est l'avantage du nouveau bâtiment à comparer à l'autre? Bon, l'avantage, c'est d'abord l'espace, parce que on a été, je dirais, dès les premières années, on avait plus de jeunes qu'on aurait pu prévoir. Alors, on était petitement dans les édifices qu'on louait chez les pères maristes, même si ça a été très accommodant. Alors, bien sûr, avoir un édifice comme celui-là, là, on a les espaces qu'il nous faut, pas juste pour un an, mais pour plusieurs années à venir. Alors, ça, pour nous autres, c'était très intéressant parce que, tout en menant notre petit séminaire, éventuellement, on va pouvoir développer des choses pour les familles, puis tout ça, ça prend des espaces, ça prend une belle grande cour comme on a actuellement ici. Alors, pour nous autres, c'est avantageux à tous les points de vue. Bien, le petit séminaire actuellement est un lieu exceptionnel où des jeunes garçons de niveau secondaire peuvent venir vivre une expérience tout en allant à l'école secondaire ailleurs, mais se regrouper pour passer du dimanche soir au vendredi midi pour vivre, partager ensemble, étudier ensemble, prier un peu ensemble, vivre des activités et être soutenus dans leurs études, mais aussi dans leur cheminement de foi. Alors ça, c'est très utile. Ça brise l'isolement, parce qu'il y a des jeunes qui pourraient se sentir seuls et il y en a beaucoup qui partagent la foi, mais quand on les met ensemble, ça leur donne une force. Et ici, dans ce petit séminaire, on accueille des jeunes catholiques qui veulent continuer à réfléchir. Peut-être qu'ils ont une vocation, il y en a peut-être qui sont appelés à devenir prêtres ou à donner leur vie au Seigneur comme consacrés. Mais ça se peut aussi qu'il y en ait qui soient appelés à être des laïcs, des bons pères de famille. Ici, ils vont recevoir, en plus de leur formation académique, un approfondissement de leur foi qui va faire d'eux des hommes vraiment solides pour aller dans le monde. Et ça, moi, je pense que c'est un plus. Sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Bien, ça m'a apporté la vie de groupe avec les autres, accepter ceux qui nous plaisent moins. Aussi, ça m'a apporté à agrandir ma foi et j'ai même fait ma confirmation au petit séminaire. C'est surtout la relation avec les autres gars qu'on peut avoir, puis que les animateurs peuvent nous accompagner quand on a des problèmes. Là. Puis aussi, on a la messe tous les matins, on peut avoir la confession si on veut. Bien, parce que moi, dans le fond, depuis que je suis tout petit, je rêvais de devenir prêtre. Fait que je me suis dit que c'était la place pour ça. Là. Je pense que la vie au petit séminaire, ça m'a apporté beaucoup. Au niveau de la foi, au niveau de connaître du monde, qui ont la foi aussi. J'ai vraiment développé ma foi. Ça a été vraiment une expérience forte, je pense. J'ai appris à me connaître, j'ai appris à connaître les autres. Moi, je pense qu'on va voir de plus en plus des jeunes s'intéresser à venir partager la vie au petit séminaire diocésain de Québec. Parce que, comme vous autres, les petits séminaristes qui êtes là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, il y en a d'autres qui vont dire, coudonc, moi, là, je crois, j'ai la foi, mais je trouve ça trop dur d'être tout seul dans ma polyvalence. Je trouve ça trop dur d'être tout seul juste dans mon milieu de vie. Ça me ferait du bien d'avoir d'autres jeunes avec qui partager. Et d'apprendre plein de choses de ma foi, plein de choses de la vie ensemble. Et aussi, au petit séminaire, ils font pas juste recevoir, ils s'engagent, ils participent à des événements, des activités, ils ont des engagements sur le terrain. Alors, ça les apprend aussi à donner, à recevoir et à donner. Alors, plus on va continuer à vivre ça, plus on va être solide comme petit séminaire, plus il y aura des jeunes. Et je suis convaincu, moi, que les jeunes cherchent quelque chose de solide. Mais moi, ce que je trouve extraordinaire au petit séminaire, c'est que comme prêtre, j'ai un rôle vraiment discret d'un certain côté, puisque quand on fait de l'accompagnement spirituel, quand on rencontre les jeunes, on est témoin de ce que Dieu fait dans leur vie. Et ça, c'est vraiment beau.
Alors, je suis très content d'être ici pour vivre cela, puis en même temps aussi d'apporter mon énergie pour l'éducation, la formation. Après ces 3 années d'existence, le petit séminaire diocésain continue à attirer des garçons du secondaire qui veulent vivre selon leur foi. Ceux qui sont intéressés à s'y inscrire pour l'an prochain peuvent en parler à l'abbé André Gagné, Louis Thériault et Samuel Caillé pour l'Église catholique de Québec. C'est vraiment une possibilité unique qui est offerte, selon moi, aux jeunes garçons qui peuvent cheminer dans la foi au petit séminaire diocésain. Moi, j'ai hâte de voir d'ici 10, 15, 20 ans, quand on pourra analyser que sont devenues les premières cohortes de ce petit diocèse. Alors, ils auront des carrières, certains seront mariés, certains auront choisi sûrement la prêtrise. Alors, c'est là qu'on pourra voir, juger à quel point cette institution scolaire, l'institution de base, était la bonne. La semaine prochaine, on vous présente la soirée de reconnaissance des bénévoles qui a eu lieu à la paroisse Saint-Yves. Témoignage de foi de l'archiduc d'Autriche, ça peut paraître bizarre, un témoignage de foi d'un archiduc, mais il était de passage pour nous parler du procès de canonisation de l'impératrice Zita, mais sa propre vie de foi est très inspirante. Et on vous présentera aussi le tourisme pastoral qui a lieu à l'église Notre-Dame des Victoires. Sur ce, on vous souhaite une bonne semaine et on se dit à bientôt.